Bonjour, bienvenue dans Les Dessous de l'artisanat, le podcast pour les artisans qui font transmettre et font perdurer l'excellence des savoir-faire à la française. Aujourd'hui, épisode spécial, puisque je suis aux Fêtes Maritimes de Brest 2024. J'étais obligée de faire un épisode spécial en tant qu'ancien marin, c'était même mon devoir. Donc aujourd'hui, j'accueille Pierre, fondateur de Oh My Boat, et je l'ai interrogé sur son expérience, le chemin qu'il a parcouru, pour pouvoir proposer un produit innovant et accessible à tous dans un secteur aussi niché qui est la construction navale, et surtout comment il a rendu la construction de bateaux accessible à tout le monde sans avoir 15 diplômes en menuiserie. Bref, je t'en dis pas plus, ouvre tes écoutilles pour l'épisode du jour. C'est une entreprise de construction de bateaux en kit avec pour mission aider les gens à construire leur propre bateau de façon accessible sans être menuisé ou avoir bac plus 8 en construction navale. Les gens partent du plan jusqu'au stage de construction ou la construction qui en fait il y a vraiment pour tous les niveaux et tout ça est un peu né en 2013 à l'aide d'un blog en proposant uniquement les plans et tu as vu qu'il y avait quand même pas mal de demandes et un marché en fait quasiment inexistant en France puisque les plans étaient majoritairement américains. Et justement face à ça, pour pouvoir proposer une architecture quand même personnalisée, tu as réalisé une formation en architecture navale à Nantes et c'est en 2015 que ton blog change de nom pour devenir Oh My Boat. C'est passé par un autre site. J'avais commencé par cousucollé.com et puis à un moment donné, j'ai senti le besoin d'ouvrir un petit peu mon nom, qui était très spécialisé sur quelque chose un peu plus vaste qui me permet de pas être bridé par un nom de site et un nom d'entreprise. Que ça parle aussi un peu plus à tout le monde. Voilà, cousucollé.com c'était déjà très technique. Je suis parti sur quelque chose assez vaste, assez ouvert, voire même sur donc pas personnalisé, pas à mon nom. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu le nom pour faire évoluer l'activité. Ce cousu-colle, il me semble que c'est une méthode de montage. Ouais, tout à fait. Cousu-collé, c'est une technique de montage, technique de construction de bateaux qu'on utilise toujours. On n'a pas changé de technique, mais le nom a changé. Voilà. Et aujourd'hui, le temps est passé et tu n'es pas tout seul puisque tu as une team de 3 artisans experts dans leur domaine justement pour mener à bien la réalisation de l'ensemble des produits. Est-ce que tu pourrais peut-être rajouter quelque chose que les auditeurs aimeraient savoir? Alors oui, j'ai un parcours dans un premier temps de manuel. Je suis menuisier de formation et charpentier de marine aussi. Voilà. Après une dizaine d'années dans des chantiers navals, j'ai pu accéder à une formation d'architecture navale. Voilà, donc on avait un peu des casquettes différentes, complémentaires pour pouvoir proposer des choses simples à construire. Et côté manuel et côté technique aussi. Ce qui est ça fait une force, ça fait une sacrée force. Ouais. Sur des petits marchés niches comme ça, où il faut savoir faire beaucoup de choses. Donc on est en plein dedans là. Le secteur de la construction navale, c'est quand même quelque chose qui est assez inconnu du grand public. Est-ce que tu peux me décrire brièvement ce marché sur lequel tu te trouves et en l'occurrence la construction navale pour les particuliers? C'est quelque chose que peu de gens connaissent. Aujourd'hui, le marché il est plutôt tourné sur les matériaux modernes. C'est un marché qui a pas mal évolué. Après la guerre, on avait beaucoup de bateaux en contreplaqué sur structure bois. En fait, disons que c'est l'accessibilité des matériaux qui a fait évoluer les techniques de construction et les chantiers. C'est aussi l'aéronautisme qui a été précurseur sur certaines techniques de construction. Puis c'est la navale qui a suivi derrière. Je pense notamment au bois moulé ou à l'usage des résines modernes, type époxy. Et puis derrière, c'est la navale qui a utilisé les outils, les matériaux, l'évolution des matériaux pour faire des bateaux. Et je pense que c'est encore le cas. Quand on voit le groupe Terre, c'était groupe Terre de Tabary. C'était aussi en collaboration avec CNS ou Airbus. Il y a eu pas mal de partenariats. Donc aujourd'hui, aujourd'hui le marché il est dominé par tous les matériaux composites modernes. Clairement, polyester, de verre, matériaux un petit peu performants en carbone, etc.
Après, quoi dire sur le marché du bateau bois, il s'est réduit en fait avec les années. Aujourd'hui, tout ce qui est course, il n'y a plus de contreplaqué époxy, alors qu'il y a, je sais pas, dans les années 80, il y avait encore, c'était le matériau phare pour faire des bateaux hyper performants. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est le carbone, tu appuies dessus. Bon, pour gagner quelques pourcentages de poids, c'est un matériau qui est assez proche en fait. Bois et carbone. Parce que nous, surtout sur des kayaks de mer, on arrive à faire quasiment mieux que le carbone. Ça dépend des bateaux, ça dépend des volumes, mais ce qui fait notre force, c'est sur le matériau. Toujours des acteurs qui ont continué sur la durée. Alors, c'est quand même un marché compliqué. Il y a plein de petits chantiers navals qui s'installent, qui tiennent quelques années, et puis c'est compliqué de tenir une dynamique sur des années, quoi. Des marchés, des chantiers pérennes, c'est les de bonheur, quoi. Et vis-à-vis des particuliers, justement, est-ce que c'est aussi peut-être un marché qui baisse? Parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiquants aujourd'hui qu'avant. Pas du tout. Alors, l'idée de MyBoat, c'était de dire, bon, le marché bois professionnel, il est quand même à la baisse, sur le contreplaqué époxy notamment. Mais du coup, c'est un marché qui peut être, il va être plutôt réservé aux particuliers, parce que ça reste un matériau hyper accessible, on va dire le plus simple pour construire soi-même son bateau. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est le plus simple. Et voilà, donc voilà, le choix c'était de dire le bois, lui, c'est un choix d'avenir, c'est une vision un petit peu sur du long terme. Le contreplaqué époxy, bon, il va baisser en volume sur les constructions professionnelles, mais par contre l'autoconstruction contreplaqué époxy, ça a un avenir sur du long terme. Et voilà, ça part de ce pari-là. L'idée, c'est d'offrir aussi une alternative aux bateaux du commerce et de montrer qu'on arrive à faire des super choses soi-même, chez soi. Et donc, nous, voilà, l'idée, c'est d'accompagner ces personnes-là, monter en niveau aussi, faire des bateaux de qualité. Qui flottent sur le long terme aussi. Voilà, qui flottent, qui ont des super caractéristiques sur l'eau. Nautiques qui sont durables, faciles à réparer, parce que forcément c'est les constructeurs qui ont construit leur bateau, donc ils savent le réparer. Donc ils n'ont pas trop de barrières techniques pour réparer leur bateau. Et ce que j'aime dire, c'est ce qui est indestructible est réparable. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'indestructible, mais il y a des matériaux qui sont plus ou moins réparables, et le contreplaqué époxy en fait partie. C'est un matériau assez facile à réparer et qui perd pas tu fais des réparations quasiment invisibles, ça repart, ne prend pas de poids. Voilà. Par rapport à des matériaux en type plastique polyéthylène, où là c'est pas réparable en fait, c'est le plastique qui vieillit et puis après on les jette. C'est un peu du consommable, quoi. C'est pas trop notre démarche. C'est vraiment de construire des bateaux durables et que chacun puisse pouvoir le faire tenir le plus longtemps possible, sans que ça ait un impact sur les performances du navire. Ouais. Et comment va-t-il un peu l'évolution justement de cette demande de bateaux autoconstruits? Disons qu'on va créer un peu la demande, créer le marché là aujourd'hui. Il y avait pas mal d'autoconstruction après-guerre, tout le monde fabriquait son bateau. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est un peu mou, le marché de l'autoconstruction par rapport aux États-Unis, où il y a des grosses dynamiques, plein de do-it-yourself aux États-Unis, qu'on a un peu perdu en France, je trouve. Donc, l'idée c'est de remettre ça un petit peu au goût du jour, de recréer l'envie, et ça, c'est étonnant, les gens se lancent. On arrive à créer l'envie. Les gens se lancent à faire des stages, notamment là, cette année, on fera de plus en plus de stages. C'est vraiment le format stage aussi qui peut-être fonctionne mieux. Oui, parce que alors ça dépend. On a des profils un peu différents, c'est assez diversifié. On va avoir des gens qui sont déjà techniques, qui ont déjà construit soit des plus gros bateaux, et puis qui veulent construire des plus petits bateaux, ou l'inverse. Donc on a déjà un savoir-faire technique. Ils achètent un plan, par exemple. Ces gens-là, ils ont aucun frein sur les techniques utilisées. C'est des gens qui ont plutôt acheté un plan. Après, le kit, c'est un peu intermédiaire, des gens qui ont moins ce savoir-faire là, qui veulent gagner un petit peu de temps aussi, parce que acheter un plan, c'est si on fait les découpes soi-même, c'est long. Acheter un kit, c'est déjà une tâche d'aller jusqu'au bout, parce qu'on a des kits, on impose des kits découpés à la machine, donc déjà on gagne énormément de temps pour un budget un peu plus important. Mais après, on va jusqu'au stage où là, c'est des gens qui n'ont pas forcément le bagage technique, qui n'ont pas trop de temps aussi.
Disons pendant une semaine, on va avoir donc 5-6 jours de construction. Ils vont repartir avec leur bateau quasiment prêt à naviguer, prêt pour les finitions. Et donc en 6 jours, voilà, ils se bloquent une semaine et puis ils repartent avec leur bateau. Alors que s'ils avaient construit à partir d'un site, la construction aurait duré plusieurs mois. C'est pas forcément compatible avec les plannings. On vient de l'occuper. Ce choix, ce marché-là de stage, ouais, il est porteur. Ouais, peut-être ça rassure aussi de pouvoir être guidé jusqu'au bout complètement, sur le gros du travail, quand on n'a pas trop le savoir-faire ou l'expérience technique. Ouais, complètement. Alors après, l'idée de My Boat aussi, c'est de vulgariser pas mal les différentes étapes de construction. C'est un vaste sujet qui n'a pas été trop fait en France. Parce que je pense qu'il y a eu plein d'acteurs de la construction amateur. Enfin, quand je parle d'auto-construction, c'est aussi construction amateur, c'est un peu la même chose. J'aime moins construction amateur parce que c'est un peu péjoratif, l'amateur. Donc l'autoconstruction, je trouve qu'il y a eu une vulgarisation qui n'a pas forcément été faite depuis longtemps, quoi, sur comment faire un mélange de colle, parce qu'il y a des étapes un petit peu qui freinent pas mal de gens. Donc là, l'idée de My Boat, c'est aussi de vulgariser pas mal d'étapes pour que les gens se lèvent un petit peu ces doutes et puis ils se lancent, quoi. Et justement, on va parler aussi de l'accessibilité et de l'innovation en fait, liée à ce genre de produit. Et est-ce que tu considères que le milieu maritime, de façon générale, c'est quand même peu accessible au grand public ? On a aujourd'hui des supports, moi je parle des petites embarcations, on a aujourd'hui des supports hyper grand public, type stand-up paddle, où en fait on n'a jamais vu autant de monde sur l'eau. En soi, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter un stand-up paddle gonflable dans une grande surface et d'aller sur l'eau. Pour moi, ça c'est quand même vachement vulgarisé tout ça. Les marchés bougent, le kayak de mer, autant faire du kayak de mer, c'était un petit peu en vogue. Les années 80-90, aujourd'hui, les jeunes ils vont plus se tourner sur du wingfoil, du kitesurf, du surf. Voilà, c'est un peu plus les sports de glisse. La planche à voile aujourd'hui c'est plus trop la mode, c'est plus remplacé par les wingfoil. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des retours aux sources aussi sur le kayak. Nous on est pas mal kayak de mer, donc on est pratiquant et on essaye de motiver les gens. Ça revient un peu à la mode aussi. Ouais, les sports aussi de nature, de pagaie, propulsion humaine, non polluant. Le marché évolue, mais bon, il y a toujours un flux, quoi. Comment a été perçu le concept à ses débuts par le public, par vos pairs peut-être La technique de construction, c'est une technique qui a été développée en même temps que les résines époxy en fait, donc après-guerre là. Et puis le matériau, en fait au My Boat, on va pas dire qu'on a fait de l'innovation sur les techniques, sur le mode d'assemblage principal et le matériau. Mais on va dire qu'on a développé, on a optimisé un petit peu ces techniques-là avec des nouvelles colles qu'on trouve aujourd'hui pour aller plus vite. Plus simplement, on a des machines à commande numérique qui nous permettent de faire la découpe très vite. Comme ça, ça n'existait pas il y a 30-40 ans. On le fait à bon prix, quoi, aujourd'hui. Donc l'innovation, voilà, c'est plutôt ça. Après, on a une innovation aussi des séquences de montage aussi, où là on a pas mal travaillé sur optimiser les séquences pour pouvoir faire des bateaux en 4-5 jours sans trop galérer. Il y a un gros travail de fond quand même en innovation, pas forcément sur les matériaux, mais plus sur la mise en œuvre et avec des outils modernes. C'est vrai que pour moi, j'avais vu ça un peu comme une innovation dans le sens, dans le format, vraiment kit. Ou des constructions soi-même en fait, construire soi-même. Donc je pense pas que vous ayez beaucoup de concurrents. Et le public, il a été réceptif à ce principe de kit, de montage soi-même. Oui, il y a alors vous parliez de concurrents, oui, on a quelques groupes. Alors notre gros concurrent, c'est un distributeur, parce qu'aux États-Unis, il y a une grosse dynamique, comme je disais. Donc notre concurrent, c'est principalement un distributeur, une grosse structure qui a un peu le monopole sur ce marché-là. Et moi j'ai commencé à construire leur bateau et puis j'étais pas satisfait en fait voilà, je trouvais qu'on pouvait faire mieux. C'est comme ça que l'envie est venue de faire mieux.
Et puis plus adapté aussi aux gabarits européens, parce que bon, en Amérique, les modèles proposés aux États-Unis sont trop volumineux, trop larges, pas assez techniques pour nos petits gabarits européens. Enfin, petit, c'est relatif, mais voilà, c'était l'idée de faire proposer quelque chose. Ils ont pas. Oui, au Nord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi cet aspect réglementation où aux États-Unis, je ne sais pas du tout, mais à mon avis, ils n'ont pas du tout les mêmes réglementations. En France, en Europe, là, on a aussi monté en compétence là-dessus pour faire des bateaux conformes aux réglementations et aussi immatriculables, dans le sens où dans le stage, les bateaux sont déjà immatriculés avant d'être construits. Donc ça, il y a aussi une grosse valeur ajoutée pour les constructeurs qui viennent en stage là-dessus, parce que du coup, ils vont avoir des bateaux, ils vont repartir chez eux, le bateau est déjà immatriculé, on prend en charge toutes les démarches. Parce que quand tu dis immatriculé, c'est quand en fait on doit déclarer le bateau pour qu'il puisse naviguer et qu'il puisse localiser peut-être en cas de... Oui, alors c'est un peu comme une plaque d'immatriculation de voiture, hein. C'est de pouvoir donc être conforme à la réglementation si on se retrouve à une distance donnée. Il y a tout un abri. Et puis aussi un numéro de châssis, comme une voiture elle a un numéro de châssis, on a aussi un numéro de bateau, de carrette en fait, sur le bateau. Il y a deux numéros. Donc l'idée de tout ça, c'est de pouvoir, si on trouve un bateau au sol en mer, c'est qu'il soit référencé, qu'on puisse avoir l'acte. Il ne faut pas, c'est pas normal qu'il y ait un bateau tout seul là sur cette plage-là, c'est qu'il y a eu un problème. Donc on a ce numéro-là qui permet derrière d'appeler les contacts pour éventuellement mettre au clair la chose. Donc peut-être une charge en moins aussi pour les clients qui viennent. Ouais, tout à fait. Donc, cette partie-là administrative, c'est une grosse charge en moins pour les. Et puis c'est un peu technique tout ça, donc ça, c'est une valeur ajoutée. Ouais, grosse valeur ajoutée même. Ouais. Quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés dans l'élaboration en fait, du produit pour justement qu'il soit vraiment réellement accessible? Tu disais que tu as un peu innové aussi dans les techniques de montage, dans l'optimisation. Est-ce qu'il y a eu des défis, des enjeux particuliers Alors c'est un cheminement en fait, hein. On n'arrive pas comme ça au bout de 15 ans, 15 ans de cheminement et on vend le produit. Enfin au bout de 15 ans en fait, moi, je vendais des plans assez basiques au début qui allaient bien, hein. En général les constructeurs sont satisfaits. Mais on améliore en permanence tout en vendant, tout en étant acteur du marché. Ouais, il y a eu des marches, c'est compliqué, dans le sens où il faut savoir tout faire, à mon sens, sur ce genre de marché-là. Je n'ai pas les moyens de faire de la conception par un architecte naval ou faire un site par un développeur web. Vous n'avez pas les moyens, surtout ce que je veux en faire. Il y a eu des marches, par exemple, des nouvelles contraintes qui arrivent quand on commence à vendre du kit à droite à gauche avec des transporteurs, on se retrouve avec des contraintes d'encombrement de politique, par exemple, qui fait qu'on se voit dessiner des bateaux ou refaire sa gamme avec cette nouvelle contrainte. Donc on dessine tout en ayant cette contrainte de largeur. Donc ça c'est des grosses marches épuisantes, un peu des gros travail de fond quoi. Qui peuvent prendre des années parce que quand on a 10 bateaux et qu'il y en a quelques-uns qui sont où les pièces sont trop larges, faut redesigner le bateau pour que ça soit facile à transporter. Et puis après, qu'est-ce que je peux te dire, un deuxième point un peu chaud, un peu travail de fond de longue haleine, c'est l'idée c'était de vulgariser les techniques de construction et pas de le faire sur des supports figés, dans le sens où les acteurs du marché ils étaient plutôt à faire du dossier de construction en PDF, des commandes figées sur le temps. Je voulais pas trop, alors j'ai fait ça pendant longtemps et là on est plutôt en transition, donc ça fait partie des gros sujets du moment où on va faire plutôt des dossiers de construction en ligne, donc sur site web. Donc évolutif avec tous les outils modernes du site web. On peut faire des liens, on peut mettre des vidéos, on peut avoir des commentaires, on peut faire évoluer le dossier de construction sur le temps. Je souhaite plus faire de documents donc sur site web. Donc évolutif avec tous les outils modernes du site web. On peut faire des liens, on peut mettre des vidéos, on peut avoir des commentaires, on peut faire évoluer le dossier de construction sur le temps.
j'ai pu, voilà, je souhaite plus faire de documents figés. Ça, c'est des gros sujets. C'est vrai que c'est pas toujours évident de transmettre quelque chose de très technique à quelqu'un qui n'y connaît pas du tout. Ouais, tout à fait. Ça demande énormément de pédagogie et Ouais. aussi de mettre en place des outils parfois compliqués, voilà, comme tu me disais. Tout à fait. Et puis quand ça, ce qui était, c'est quand on commence sur ce genre de marché-là, comme on sait faire, on dit c'est facile. Puis plus les années passent et puis on se dit en fait non, c'est pas facile, c'est que moi je savais faire en fait. Et donc bon bah tout en continuant sur ce marché-là, hein, sans abandonner, mais voilà, il y a un gros travail de vulgarisation qu'il faut faire quoi. C'est un peu le syndrome de l'expert. Ouais, là, un gros sujet. Mais bon, je m'inspire beaucoup de vulgarisateurs dans d'autres domaines, notamment sur le web. Il y a plein de gens qui ont fait un énorme travail de vulgarisation, des différentes pages techniques. Et ça se fait, donc on s'inspire aussi de ce qu'ils font eux. Et comme qui, par exemple? Par exemple, sur le sujet web, il y avait le site Zéro qui a fait un énorme travail de vulgarisation de comment faire un site web. Ça s'appelle, je crois, Open Classcope aujourd'hui. Si, c'est ça, ouais. Voilà, ça, c'est juste un travail de dingue, en fait. Et c'est fantastique, moi, je trouve ça... Ouais. C'est beau, enfin, les outils modernes nous ont permis quand même de faire des choses super, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais sur le sujet autoconstruction avec voile de bateau, quoi. Voilà. Au lieu d'apprendre à faire un site internet, on a... Bah voilà. Et après, tout est... moi, je suis passionné aussi par ça. Voilà, on est tous diversifiés, hein. Et d'après toi, c'était quoi les éléments importants dont tu as intégré pour justement assurer la réussite de tes clients à sur leur bateau et l'accessibilité vraiment à tout le monde? Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? La découpe numérique et la machine, ça enlève un gros morceau aux clients. Choisir aussi des matériaux qui réduisent les marges d'erreur en fait. Des fois, je préfère utiliser des produits prêts à l'usage plutôt que des produits plus évolutifs, mais où il faut rajouter plusieurs produits dedans pour faire la même chose. Je préfère acheter plus cher des produits déjà prêts à l'usage. Voilà. Essaye de mâcher le boulot, hein, dans chaque étape, chaque petite étape. C'est expliqué de manière à ce que le constructeur il ait moins d'erreurs possibles. Peut-être que les supports utilisés ont un impact peut-être aussi vraiment dans ce mâchage de travail. Voilà, ouais, on mâche le boulot. Ouais. Comment Internet et le blog t'ont influencé dans le projet Oh My Boat? Quand j'ai commencé à être un peu sur le marché du travail, l'idée c'était aussi j'étais salarié, de montrer ce que je faisais par goût de partage. Et puis de fil en aiguille, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, puis on crée un réseau qui permet de travailler un petit peu en indépendant. Voilà, l'idée de faire des kits en bois en autoconstruction, c'est venu tout doucement en fait. Hein. Et puis après, c'est aussi des contacts, des gens qui te soumettent une idée, pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu ferais pas ça. Et puis voilà, pourquoi pas. Et typiquement sur ma formation d'architecture navale, jamais j'aurais pensé pouvoir accéder à cette formation-là. C'est quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas, essaye, tu verras bien. Et puis voilà. C'est comme ça que ça... Il y avait peut-être une communauté autour du blog, peut-être des gens même actifs. Un petit peu, oui. Alors c'était un petit blog. Hein. Non, je ne pourrais pas dire ça parce qu'aujourd'hui, une communauté, moi je pense à des communautés YouTube, des communautés Instagram, tout ça. Moi, je n'étais pas trop là-dedans. J'étais plus... Bon, il y a longtemps, je partageais, j'ai créé des contacts. Après, l'idée aussi, c'était aujourd'hui, j'ai encore dans ma liste de diffusion des gens qui se sont inscrits sur le site busducollet.com. Voilà. Ça a surtout été une aide et une influence dans les contacts créés et les liens éventuellement avec ces gens, ces personnes derrière leur ordinateur, tout simplement. C'est vrai que le blog, il y a 10 ans, c'était une autre façon de consommer, laquelle les plus jeunes ne comprendront peut-être pas. Mais c'est vrai que ça pouvait générer de belles idées, de beaux projets sur le long terme. Et aujourd'hui, comment considères-tu l'utilisation des réseaux sociaux? Quel impact ça peut avoir justement dans le secteur de la construction navale? Je pense qu'on a des cartes à jouer sur le do it yourself ou en termes de petits chantiers, faire travailler sur les réseaux sociaux et avoir un impact avec les boulot.
c'est un peu titanesque en fait. On n'est pas trop réseaux sociaux. On commence sur Instagram là, mais j'ai jamais eu de Facebook par exemple, alors que voilà, il y a peut-être des cartes à jouer là-dessus. Je me suis jamais investi là-dedans. Après, là aujourd'hui, on va plutôt déléguer, se mettre sur des plateformes de do it yourself par exemple. Type WeCanDo, qui eux, ça va être leur travail de vulgariser, parce qu'ils ont des quantités d'adhérents assez importantes. Donc voilà, on va plutôt utiliser des professionnels comme ça, de la diffusion. C'est une cible qui est déjà intéressée par faire soi-même, quoi. Voilà, ouais. Ouais, par exemple, sur le Do It Yourself, il y a cette plateforme-là, et puis il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres petites actions que tu as mis en place pour pouvoir toucher cette cible un peu qualifiée? Nous, on est sur les fêtes, on est sur de plus en plus de fêtes maritimes. Donc, on a commencé par Vannes, par les semaines du Golfe, qui rassemble 30 bateaux, une semaine au mois de mai. Là, on est du coup au présent aux fêtes de Brest. C'est parti des grandes messes tous les 4 ans. Donc là, voilà, donc nous, on touche notre public. On touche, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites animations aussi, voilà, au cours de l'année. Et puis après, les moyens de contact, c'est le site internet, c'est les recherches web, puis bon, les réseaux sociaux un petit peu, voilà. Quels sont les canaux principaux, principaux de votre clientèle et comment les avez-vous un peu choisis? Aujourd'hui, notre façon de communiquer, c'est principalement la newsletter quand même, qui reste un gros outil. Moi, c'est un outil c'est un support que je commence à bien maîtriser là. C'est par ça qu'on communique. Après, on a aussi une boutique qui attire des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le marché du bateau-bois. On va proposer des produits qu'on a utilisés dans d'autres domaines. On va récupérer ces clients-là et puis derrière, on enrichit notre carnet d'adresses et on va pouvoir communiquer sur le bateau-bois vers toutes ces personnes-là. Principalement le présentiel avec les fêtes maritimes, la boutique et la newsletter, c'est un peu le blog, mais sous une autre version. Quoi. La newsletter, l'idée aussi, c'est de renseigner un petit peu ce qui se passe, mais il y a un petit peu de dynamisme à tout ça, des actualités, mais aussi l'idée, c'est d'apporter du contenu directement dans la boîte mail des gens, plutôt que ça soit le visiteur, quelqu'un qui vienne sur le site. Donc, du coup, du contenu, l'idée là, c'est comme le travail doucement, mais c'est d'apporter du contenu directement dans la boîte mail des gens. Voilà, comment faire telle opération pour déclencher l'envie d'aller plus loin. Que conseillerais-tu aux auditeurs qui sont des artisans pour réussir justement à attirer sa cible quand on est dans une niche aussi spécifique, qu'on propose un concept pas encore peu commun, peu développé en France? Je pense qu'il faut, moi, à mon sens, il ne faut rien cacher. Je suis encore sur la vulgarisation. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de donner, de transmettre ses connaissances. Je pense c'est pas elle qui a la valeur ajoutée, c'est pas elle qui va faire. On va récupérer des contrats ou des chiffres d'affaires sur autre chose, quoi. Sur du conseil ou sur de la vente de matériaux. Je sais pas, parce qu'autrement, l'alternative qu'on avait aussi, c'était de faire un espace où le savoir-faire était accessible uniquement avec un abonnement ou ce genre de choses, comme ça se faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus. À mon sens, c'est pas du tout ce que je veux faire. On vulgarise, on donne tout, on donne toutes les infos, et derrière les contrats ou les chiffres d'affaires, il va se faire sur autre chose, quoi. C'est tout à fait cohérent avec votre époque, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que peut-être tu aurais une actualité ou quelque chose c'est le moment un peu plus c'est une info à partager? Si vous êtes intéressé un petit peu par cette activité-là du do it yourself bateau-bois époxy, n'hésitez pas à voir sur myboat.com et à vous inscrire à la newsletter. Je vous envoie je ne vais pas pourrir votre boîte mail, j'envoie pas entre 3-4 newsletters par an. Et ça nous permet de garder contact. Et puis à bientôt en présentiel ou à distance. Encore merci à Pierre d'avoir accepté de faire cette interview en pleine fête maritime. Ce que tu peux retenir de cet échange, c'est que le format stage
est très prometteur. Le secteur du do-it-yourself en France est encore très peu développé et pourtant la demande n'est que croissante. Et ça se comprend pour son côté accessible, transmission de savoir-faire, c'est tout aussi bénéfique pour toi que pour ton client. Et justement, le client, il adore ça parce qu'il est rassuré, il est accompagné dans la création d'un nouveau produit dont il ne maîtrisait pas le savoir-faire avant de venir, quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi un gain de temps pour le client. Ce que tu peux également retenir, c'est que proposer de l'innovation, c'est aussi optimiser ses techniques et ses process de fabrication de montage. C'est utiliser de nouveaux outils, matériaux beaucoup plus performants, d'être à la pointe de ton secteur. Mais concevoir un produit innovant, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça prend du temps. Et cela demande aussi de recevoir les feedbacks, les retours de tes clients pour pouvoir l'améliorer, l'adapter au fur et à mesure. Et ça, c'est une adaptation constante. Si tu veux faire de la vulgarisation sur ton métier, attention au syndrome de l'expert. Mais aussi, cela demande quand même d'être très pédagogue et éventuellement d'utiliser des outils complexes. Donc, vulgariser, c'est bien, mais bien le faire, c'est mieux quand même. Info également intéressante à retenir, c'est que la newsletter peut être une très bonne alternative aux réseaux sociaux, aux blogs. Et puis Pierre nous a bien rappelé en fin d'interview que la vulgarisation, la transparence, faut pas avoir peur de donner. Parce que la valeur ajoutée, elle est ailleurs, dans les conseils que tu vas donner, dans la qualité de tes produits, etc. Donc, en tout cas, j'espère que cette interview t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner à l'émission. Sur ce, je te dis à très vite sur les internets.